Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode dédié à la fitness finance et au smart lifestyle. Aujourd'hui, on va faire un petit focus crypto-monnaie, mais aussi équilibre vie pro, vie perso. Et on a la chance d'avoir Carla avec nous. Salut Carla, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ben, ça va super bien. Merci, merci pour ton temps et pour venir aujourd'hui sur cet épisode de podcast. Donc Carla, tu es connue sur les réseaux sociaux alors sous le nom Carlita Crypto. Et Ça. comme ce nom l'indique, ben, tu es créatrice de contenu autour de la crypto-monnaie et du Web3 de manière générale. Bon, déjà, première question assez classique, on va dire, c'est comment tu es arrivé à ce domaine-là et même au point de basculer carrément sur de la création de contenu, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter. Comment est-ce que je suis rentrée dans la crypto? Je suis rentrée, moi, par le biais des NFT. Donc, en gros, je menais ma vie comme tout le monde. Et il y a eu une conférence un jour dans mon école de commerce dans laquelle je suis toujours, qui parlait des NFT. Et du coup, je suis allée voir cette conférence et genre, j'ai rien compris, mais vraiment. Et je prenais des notes en même temps et j'écrivais n'importe quoi. Genre, pour vous dire, il y avait un mec à côté de moi, il se foutait de ma gueule. Bref, c'était rigolo. Et du coup, je comprenais rien. Et quand je suis rentrée chez moi, je dis, c'est pas possible. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc? Pourquoi je comprends rien? Et du coup, je commençais à chercher, bah, c'est quoi un NFT, à me renseigner, les collections les plus connues, etc. Jusqu'au moment où je me suis dit, bah, en fait, c'est trop bien et tout, faut que j'en achète un. Donc, j'ai commencé à acheter de la crypto Ok. parce que je voulais acheter un NFT. C'est-à-dire que moi, j'ai même pas acheté du Bitcoin, j'ai acheté de l'Ether et je savais même pas ce que c'était quoi la crypto. Genre, c'était vraiment juste pour acheter des NFT. Du coup, j'ai fait ça et en fait, une fois que j'avais acheté deux NFT, j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est quoi la crypto? C'est quoi l'Ether, le truc que j'achète? C'est quoi le Bitcoin? Du coup, je suis un peu revenue, on va dire, aux fondamentaux. Et j'ai continué, voilà, genre à me renseigner dans la crypto et je commençais à passer genre beaucoup de temps dans la crypto, quitte à plus sortir le week-end, des trucs comme ça. Et en fait, il y avait plein de gens qui me disaient, mais tu fous quoi là, genre devant ton ordi, pourquoi tu viens pas en boîte avec nous ce soir? Et du coup, je leur disais, bah, parce que j'apprends des trucs sur la crypto, c'est trop bien et tout. Et ils me disaient, bah, mais c'est quoi en fait la crypto? Ça sert à quoi? Et du coup, chaque fois, je répétais. Et au bout d'un moment, en fait, il y a eu en fait, c'est plusieurs facteurs. C'est à la fois, donc, il y a eu ça où je répétais tout le temps à tout le monde, j'expliquais à mes parents, tout ça. Après, il y a eu le fait que je sois partie à Malte. Du coup, c'était pour le nouvel an de l'année dernière et où j'ai rencontré des gens qui étaient dans la crypto et qui étaient aussi créateurs de contenu, qui m'ont un peu, on va dire, encore plus motivée. Plus mes amis, ma famille qui disaient bah vas-y, en vrai, tu devrais lancer une chaîne comme ça, au lieu de nous expliquer à chacun, bah t'expliques à tout le monde. Et du coup, un jour, j'hésitais beaucoup, mais un jour, je me suis dit, vas-y, au pire, j'ai rien à perdre, et puis je vois si ça me plaît. Et en fait, j'ai kiffé faire les premières vidéos, j'ai continué. Ok, Voilà. ouais, c'est super intéressant parce que en plus, enfin, école de commerce, t'es pas forcément tech de base. Enfin, c'est pas. Est-ce que c'est des trucs qui te passionnaient avant déjà un peu ces Ben, univers-là? pas du tout. En vrai, je suis pas tech moi. Alors j'ai pas du tout été dans la tech, on va dire, jusqu'à rentrer en école de commerce. Et en fait, quand je suis rentrée en école de commerce, j'ai bossé au tout début pour. Donc j'ai toujours fait une école de commerce en alternance. Et du Ok, coup, j'ai bossé au tout début pour une boîte qui est dans l'intelligence artificielle pour la logistique, la supply chain, tout ce qui est camion, transporteur, etc. Et ça, c'était ma première, on va dire, expérience avec la tech, parce que du coup, bah, je connaissais même pas ce que c'était l'IA, tout ça, donc ça a été ma première petite expérience, mais j'ai bossé du côté sales. Donc en fait, ok. même s'il faut comprendre un minimum ce qu'on vend, on n'a pas besoin de comprendre techniquement qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Hmm. Et en plus, c'était côté industrie, donc il fallait juste vraiment comprendre à quel besoin métier ça répondait. Donc c'était ma première expérience tech, et en fait, j'ai jamais été très tech et je le suis toujours pas aujourd'hui. Enfin, tu vois, j'ai jamais dev des smart contracts, je sais pas coder, quasi pas quoi. J'essaye d'apprendre un peu, mais du coup, je sais pas, ça m'intéresse en fait de savoir parce que je me dis, il y a plein de gens qui disent que la crypto, en fait, si t'es pas tech, tu comprends pas ou des trucs comme ça, alors que non, tu vois, genre moi, j'ai zéro expérience tech et j'arrive très bien à comprendre. Et je me suis dit, bah, pour les gens qui ont pas le temps de faire l'effort, de creuser des sujets, de vraiment passer des heures sur des trucs, bah, moi, je vais le faire pour eux. Je vais essayer de comprendre justement la tech et de faire un parallèle un peu bah, avec le langage que tout le monde parle pour pouvoir expliquer ces concepts. Voilà. Ok. Non, mais ça, c'est vrai que c'est assez intéressant et c'est aussi assez surprenant que la première fois que tu entends parler de NFT, ce soit dans ton école de commerce. Parce que, alors, je sais pas, peut-être, moi, je suis pas issu d'école de commerce, je suis plus école d'ingé. Je sais Ok. que c'est un domaine, enfin, tu vois, les NFT, la crypto,
quand on en parle, tu sais, on rentre de suite sur l'aspect un peu spéculatif et pas du tout sur forcément les utilités derrière, ce que c'est un jeton non fongible, les intérêts que peut avoir la décentralisation, même le principe de blockchain, tu vois. Donc c'est marrant que tu aies des intervenants qui viennent dans ton école pour parler NFT. Ouais, ben là, c'est un prof, en fait, qui est fan de blockchain, NFT, etc., qui faisait des conférences comme ça. Après, la spéculation, pour moi, enfin, c'est un peu le jeu, quoi. C'est ça qui attire tout le monde. Enfin, je veux dire, on va pas se cacher quand je suis entrée dans les NFT, quand j'ai vu les collections comme Bored Ape Yacht Club ou des trucs comme ça, je me suis dit, ah ouais, moi aussi, je veux gagner le million, quoi, tu vois. Et du Ça, coup, c'est le premier truc. et ton premier NFT, du coup, avec ce fameux achat d'Ether, c'était quelle collection que tu avais C'était une collection, je sais plus laquelle, mais c'était un truc pas ouf, tu vois, genre vraiment pas ouf. Ouais, c'était la Mais découverte. ouais, voilà, c'était la découverte, c'était pas ouf, mais je l'ai revendu et j'ai pas perdu trop d'argent. Après, je me suis fait scam parce qu'il y a eu ce passage aussi. Sinon, c'est pas drôle. Mais en Ouais. vrai, je pense que, enfin, tu vois, c'est ça aussi le constat. C'est genre quand j'ai lancé ma chaîne, je me suis dit, bah, en vrai, si je peux éviter à des gens de se faire arnaquer, ce serait hyper cool. Parce que moi, je me suis fait avoir, mais genre vraiment bien comme il faut. Mais bon, après, c'est le jeu et je pense que c'est ça aussi qui m'a appris, tu vois, tout ce que je sais aujourd'hui. Ouais, carrément. Et c'est vrai que donc du coup, tu as cette volonté de vulgariser aussi pour les autres et qui aimeraient partir dans cette direction-là. C'est vrai que les scams, pour revenir sur cette période, il y a eu un tel engouement en France et même dans le monde sur les NFT, sur la crypto. Je me rappelle, pareil, il y avait des collections qui sortaient dans tous les sens. Tu avais des nouveaux projets avec juste deux trois PDF. Et tu commençais à, par exemple, acheter un NFT d'une collection, et puis finalement, le projet, t'avais plus de nouvelles, le Discord, il se Ouais, fermait, puis enfin, c'était de la pure ouais, bah, spéculation. t'as plein de projets comme ça. Soit c'est des vrais scams où genre, enfin, ils ferment le Discord, ils partent avec la caisse et ouais, c'est bon, c'est terminé, quoi. Soit t'as carrément des trucs où c'est des, je sais plus comment on appelle ça, je crois, c'est des soft scams ou des trucs comme ça, où en gros, ils Ouais, font le truc tout en douceur. C'est-à-dire que le truc aujourd'hui, moi j'ai des NFT qui valent plus rien. Les gens n'ont pas arnaqué entre guillemets. Ils sont pas partis avec la caisse. Il y a toujours le Discord ouvert, etc. Mais en fait, il se passe rien. La valeur du truc, bah, ça vaut rien. L'utilité derrière, il y en a pas. Enfin, c'était des PFP, tu vois. Et en fait, t'achètes ça parce que c'est hype, parce que tu viens rentrer dans le truc, parce que tu comprends rien et parce que tu dis ouais, trop bien, je vais acheter des NFT moi aussi et je vais devenir millionnaire. Ouais, pas du tout. Tu vas non, perdre toutes tes non. thunes et tu vas recommencer. On va revenir un peu là-dessus, ouais, sur les conseils, les recommandations pour des personnes qui s'y connaissent pas forcément ou qui passent pas autant de temps là-dessus. Euh, on parle aussi pas mal sur cette chaîne d'équilibre entre des projets professionnels ou entrepreneuriaux que tu peux avoir et le côté perso. Donc toi, tu m'as dit que tu étais étudiante, tu bosses vachement sur cette création de contenu, tu te renseignes beaucoup sur l'écosystème crypto. Euh, comment tu arrives à gérer les trucs? Bon, tu as dit que tu sortais déjà beaucoup moins les week-ends. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. J'avoue, l'année qui s'est écoulée, elle était assez difficile, assez intense parce que du coup, donc il y a à la fois j'ai des cours puisque je suis en école de commerce en master 2. À la fois, je suis en alternance. Donc avant, je bossais comme j'ai dit dans l'IA en sales. Maintenant, j'ai changé pour une boîte qui est full crypto. Ok. Et il y a à côté bah, Carlita Crypto, tous les réseaux qui vont avec, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, etc. Et il y a bah, Carla qui veut quand même toujours apprendre la crypto parce que je suis loin de tout savoir. Et du coup, il faut gérer avec tout ça. Je pense que déjà, les trucs que il y a des trucs que forcément je faisais avant que je fais plus, sortir tous les week-ends, aller en boîte, etc. J'ai diminué de fou. Après, c'est parce que c'est une envie aussi, je pense. Tu vois, aujourd'hui, ça m'intéresse plus de passer des heures sur le net à deep dive sur un projet NFT ou crypto que d'aller en boîte, même si enfin, je sors de temps en temps, hein, je suis pas devenue moine Et non je me plus, doute. mais, euh, mais voilà, bah, c'est un équilibre en fait qu'il faut trouver. Après, je pense que ce qui peut aider, c'est tout ce qui est routine et habitude. Moi, je lis beaucoup des livres de mindset, enfin, tu vois, j'essaye de faire de la méditation, j'essaye d'avoir une routine assez précise, enfin, des habitudes, de mettre en place des habitudes qui font que j'ai plus de temps, j'ai un emploi du temps qui est assez, comment dire, assez serré, quoi, Ouais. parce que, bah, en fait, c'est soit
on cadre les trucs et bah voilà, la journée elle est pas minutée, mais elle est un peu stricte et on arrive à faire tout ce qu'on doit faire. Soit on part en freestyle et on va manger à droite, à gauche, etc. Et bah là après c'est plus compliqué puisque bah à un moment donné je faisais beaucoup d'events, ça m'a beaucoup aidé dans le monde de la crypto pour rencontrer des gens. Ouais. Mais enfin voilà, si tu fais plein d'events et que derrière tu produis pas de contenu, bah ça sert plus à rien. Si tu fais des events, bah tu bois, donc t'es fatigué. Enfin voilà, après, enfin voilà, faut tout gérer, c'est compliqué à faire. Je pense qu'il y a plein d'outils aujourd'hui qui peuvent nous aider, que ce soit des outils de gestion du temps, genre t'as Notion, Asana, enfin après que ce soit aussi plein de ressources de newsletters qui m'envoient dès qu'il y a une news. Enfin j'ai des notifs sur certains comptes où je rate pas une news et je suis pas là à scroller toute la journée parce que bah, je sais que j'ai les bonnes notifs au bon endroit. Enfin voilà, il y a plein de trucs, je pense, qu'on peut mettre en place pour avoir, pour gagner enfin, pour gérer mieux son temps. Ouais. Et après, la balance vie personnelle, vie professionnelle, par contre, là, c'est plus compliqué. Parce que du coup, il y a Carla, Carla l'alternante, Carla de Carlita Crypto, Carla la vie perso. Ça, c'est plus difficile à gérer, surtout depuis, je pense que je suis full crypto dans mon taf aussi, parce que du coup, en fait, mon travail, ça devient aussi une passion, comme le fait de créer du contenu. Et puis, c'est ce que je fais aussi actuellement dans la boîte dans laquelle je travaille. Donc, en fait, je sais pas, quelqu'un qui fait du 9h-17h, moi, je connais pas, tu vois. J'ai jamais fait du 9h-17h parce que, je sais pas, je suis trop engagée sur les choses que je fais, sur ce que je délivre, parce que j'ai envie de faire bien, parce que j'apprends plein de trucs tout au long d'une journée. Et du coup, ça, c'est un peu plus compliqué. Après, j'essaye, tu vois, là, j'ai un peu relâché en janvier parce que je m'étais mis beaucoup de pression sur l'année dernière, fin d'année dernière, sur il faut produire du contenu, il faut avancer, et j'avais l'impression de pas avancer assez vite, alors qu'en vrai, là j'ai fait un récap 2022, tu vois, que je viens de sortir sur la chaîne. Si tu vois la première vidéo, la dernière, l'écart il est juste énorme. Ouais. Si tu prends mes connaissances, j'ai repris mes notes. Enfin, j'étais là, je savais même pas qui c'était. Enfin, Elon Musk limite, tu vois, genre j'étais vraiment largué complet. Donc il y a plein de trucs que j'ai appris et tout, mais c'est vrai que en fait, on se met vite une pression quand on a trop de trucs à faire. Et des fois, il faut savoir dire, bon, ok, 30 secondes, on prend du recul un peu, on réfléchit, ok, qu'est-ce qu'on veut, tu vois, parce que pareil, ma chaîne au début, j'ai commencé à faire un peu des vidéos sur tout et n'importe, enfin, pas sur tout et n'importe quoi, mais j'ai fait des vidéos, bah, comme tu as dit, sur le Move to Earn, j'ai fait des vidéos sur les NFT, j'ai fait des vidéos sur des projets gaming, j'ai fait plein de vidéos sur plein de choses différentes. Là, je commence à comprendre bah, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu vois. En vrai, j'ai pas envie de faire une chaîne qui est dédiée à l'investissement, de comment investir. Il y a des gens qui font ça. Ouais. Moi, déjà, je veux dire, j'ai pas réussi dans mes investissements encore, puisque ça fait vraiment pas longtemps que je suis là. En plus, je vais rentrer au top, donc mais du coup, c'est vraiment ce fait d'apprendre aux gens des concepts crypto. Donc là, je commence à un peu plus, on va dire, cadrer les choses, savoir où je veux aller et commencer à dire, ok, bah, par exemple, je sais pas, moi, je me laisse choisir entre le vendredi soir et le samedi soir. Et je me dis, il y a une des deux soirées, genre tu coupes tes ordis et tout, et tu sors soit voir tes potes, soit manger avec quelqu'un, etc. Ouais. Donc ouais, là il y a plein Voilà. de trucs super intéressants. Donc l'importance de couper quand même. Ça c'est vrai qu'on a tendance quand on a des projets à côté ou quoi à être tout le temps dans le rush, comme tu disais avec YouTube ou peut-être les réseaux sociaux où c'est aussi un peu piégeux parce que les algorithmes peuvent favoriser la fréquence de publication. Donc tu peux être en mode faut que je produise quoi qu'il arrive, même si j'ai pas forcément des bonnes idées, même si j'ai pas trop cadré ce que je veux sur ma chaîne, etc. Et c'est pas forcément bon hein, parce que toi t'as peut-être la volonté de faire toujours plus. Toi, quand même, tu as réussi. Moi, par exemple, la crypto aujourd'hui, c'est pas du tout mon métier ou le contenu que je fais sur les réseaux sociaux. J'ai un boulot qui a rien à voir, enfin, qui est quand même un peu lié, on va dire. Il y a des notions de marketing, etc. Toi, tu as quand même réussi, de par ton alternance, à bosser pour une entreprise crypto. Donc, on sent qu'il y a quand même des recoupements qui se font petit à petit. Donc, franchement, c'est super chouette. Et ça soulève. Alors, tu as parlé aussi des newsletters. Ça, c'est super important dans la recherche d'informations. Souvent, on peut avoir tendance à vouloir suivre 50 000 comptes sur Twitter, sur des 40 newsletters. En fait, c'est important aussi de pouvoir détecter les bonnes sources d'informations, les plus qualitatives peut-être, et réussir par des notifications à avoir quelques rappels, mais avoir des informations assez qualitatives et qui viennent régulièrement à soi, et ça permet un gain de temps énorme. Est-ce que tu as des recommandations tant d'un point de vue peut-être source d'infos crypto, NFT, Web3 et des livres, tu parlais de livres aussi autour du mindset. Est-ce que tu as un peu des
des titres comme ça qui te viennent en tête? Ouais, bah alors déjà niveau on va dire news, enfin on va commencer podcast. J'écoute beaucoup le Crypto Daily, qui est Ok. un podcast qui résume l'actu crypto en 10 minutes. En vrai, c'est top parce que enfin pendant mon transport, mon trajet ou quoi, je réponds à mes mails et en même temps, bah, j'écoute les actus crypto, ouais, pour être sûr que j'ai rien raté ou s'il y a une news, etc. Comme ça, je suis direct au courant. En plus, Ouais. ils font un tous les jours, mais c'est que 10 minutes. Moi, je me le mets en x2. Donc, en vrai, en 5 minutes, j'ai tout le concentré d'actu que je dois savoir. Ok. Après, niveau eux, ils ont une newsletter aussi, qui est du coup, enfin, qui est envoyée quotidiennement. Après, en newsletter, je suis plus côté américain. Il y a une newsletter qui s'appelle Bankless, qui traite de tout ce qui est crypto, investissement financier, NFT, etc., Ok. qui est assez complète et qui est très cool. Mais voilà, c'est de l'anglais. Sinon, bon, la newsletter de Pirates Labs, parce que bien sûr, je travaille pour eux, donc of course que je le place. Euh, mais sinon, après, en livre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, je regarde beaucoup de vidéos aussi, que ce soit en anglais ou en français, Ouais. toujours sur plein de sujets. J'aime bien, souvent, en fait, quand je suis entrée dans la crypto, je connaissais même pas enfin, le système financier, etc. On m'avait jamais appris comment est-ce que ça marchait, donc j'ai regardé beaucoup de vidéos sur ça aussi. Et niveau livre, j'ai lu, les derniers trucs que j'ai lus, j'ai lu un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre, qui est assez connu. Ouais, tout Et à fait. que Ouais. je recommande quand on vient d'arriver dans le monde en fait de l'investissement ou qu'on n'a jamais eu de toutes ces notions. En fait, c'est pas un livre parce que les gens sont assez déçus en général puisqu'il est beaucoup recommandé. Et après, quand ils lisent, ils font ouais, bah, je suis déçu, etc. C'est surcoté. Bon, ben c'est pas un livre qui va vous rendre millionnaire. S'il y avait une recette pour devenir millionnaire, on le saurait. Enfin, ça n'existe pas malheureusement. Mais c'est un livre, je pense, qui ouvre certaines personnes à l'investissement, à comprendre bah, qu'est-ce qu'un actif, un passif, etc. Et ça, c'est hyper intéressant. Et là, très récemment, j'ai lu un livre qui s'appelle The One Thing, Passer à l'essentiel. Et ça, c'est un livre un peu plus. En gros, ça explique que en fait, être multitâche, faire plein de choses, etc. Des fois, c'est pas forcément la meilleure solution, puisque je sais pas si tu dois connaître très certainement la loi de Pareto où 20% de tes efforts font 80% de tes résultats. Et en fait, ça sert à rien d'avoir des listes de to-do interminables avec plein de trucs à faire. Faut juste je sais pas, il y avait un truc qui m'a un peu marqué, c'est se lever tous les matins et tu te dis, ok, quelle est la chose que je dois faire aujourd'hui qui est essentielle et qui va me faire avancer dans la vie pour que j'arrive à l'objectif que je me suis fixé. Et ça, c'était Ouais. un truc que, enfin, avant que j'avais des grosses to-do, tu vois, avec plein de cases à cocher. Et du coup, je cochais mes cases, mais j'arrivais jamais à toutes les cocher puisque j'en avais tellement à faire que c'était impossible. Et du coup, après, tu te sentais paniqué. Au final, tu avais fait des trucs qui étaient inutiles. Et le fait de se poser un peu la question de, OK, bon, c'est quoi aujourd'hui le truc vraiment que je dois faire qui va me faire avancer, etc. Ben, je trouve que du coup, on démarre la journée avec une meilleure vision, un meilleur mindset et on avance plus vite, quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'est ce que tu disais un petit peu dans le sens où il faut pas s'éparpiller sur plein de choses, surtout quand on a plusieurs projets. Et toi, les études, le boulot, la crypto, c'est plutôt de se planifier, de dire bon, maintenant je vais bosser sur quoi. Et la fameuse loi de Pareto, arriver aussi à cerner les tâches qui vont vraiment apporter de la valeur. Pour ce que tu es en train de construire. Donc, ben merci pour toutes ces références. Hein. On va le mentionner en description pour ceux que ça intéresse. Tu m'as quand même parlé de donc ton entreprise dans la crypto. Tu parles aussi de Carlita Crypto, donc création de contenu, Twitter, YouTube, participer à des événements. Euh, qui est quoi là-dedans? Est-ce que Carlita Crypto, c'est une finalité, c'est-à-dire que ton objectif sur le long terme, c'est que tu puisses vivre de la création de contenu, ou c'est plutôt un moyen et tu serais plus en mode non, moi je veux bosser dans une entreprise qui traite de crypto-monnaie ou de blockchain et être salarié d'une boîte comme ça. Est-ce que tu as un peu Alors, cette idée-là encore ou pas? Ou peut-être pas, hein, après. euh, c'est ma question du moment de qu'est-ce que je fais l'année prochaine. Non, alors, en fait, la chaîne Carlita Crypto, déjà, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une finalité en soi, c'est plus un moyen. Moi, Carlita Crypto, c'est une activité que j'ai
sur le côté. Je pense pas en faire très honnêtement mon activité principale parce que j'ai pas vocation à à faire que de la création de contenu. J'ai envie aussi de build d'autres choses. Notamment dans la crypto de Web3, hein, ça c'est sûr, je partirai pas de ce domaine-là. Enfin, maintenant, je suis passionnée ou obsédée, comme vous voulez. Mais du coup, c'est sûr que je resterai dans ce domaine. Après, est-ce que à terme, j'aimerais bien, ben voilà, moi aussi build un projet, de préférence pas un truc avec des tokens et des NFT parce que là c'est trop spéculatif et j'ai vraiment envie de construire quelque chose de concret. Après, je pense que en fait, on peut pas se dire ok, je vais construire quelque chose, je monte une entreprise demain. Je pense qu'il y a des problématiques, ces problématiques elles vont venir à moi et le jour où j'ai la réponse à une de ces problématiques, là, je monterai quelque chose. Ok. En attendant, aujourd'hui, je suis en alternance du coup chez Pirates Labs. En gros, c'est un fonds d'investissement X incubateur Web3. Et ça me permet, si tu veux, de voir tout l'éventail de startups, entrepreneurs Web3, etc., de ce qu'ils construisent, que ce soit, tu vois, ils ont plein de boîtes différentes dans lesquelles ils investissent. Donc, moi, je travaille des fois avec des boîtes qui ont juste de l'utilité via la blockchain. Je travaille avec des boîtes qui sont des collections NFT. Je travaille avec des boîtes qui sont des jeux dans le Web3. Ok. Et du coup, je vois plein de choses. Et ça, c'est assez cool, tu vois, parce que je me dis, OK, ça me plaît plus, ça me plaît moins, etc. Par exemple, aujourd'hui, le gaming, ça m'a jamais beaucoup intéressé avant. Là, je m'y suis intéressée parce que ça avait un rapport au Web3, mais plus tard, je me vois pas évoluer que dans le gaming, tu vois, parce que c'est pas, je sais pas, c'est pas le domaine où je me dis j'adore. Ouais. Voilà. Donc après, je sais pas, c'est la grande question, c'est où est-ce qu'on va. Honnêtement, pour l'instant, juste je fais ce que j'aime et voilà, je me prends pas la tête. Ouais, exactement. Ouais, t'apprends au maximum et puis là, du coup, avec ton boulot, ça te permet de voir un peu les types de projets, les différents obstacles qu'il peut y avoir, mais t'as ce côté quand même entrepreneurial et une envie de build un jour un projet dans cet écosystème. Ok, ça marche. Ouais. Pour revenir du coup sur peut-être la partie création de contenu, donc tu insistes bien sur le fait de vulgariser. D'ailleurs, je mettrai tous les liens de tes réseaux en description pour ceux que ça intéresse. C'est vachement intéressant parce que justement, quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose à la crypto-monnaie ou même au principe de blockchain et tout ça, il peut comprendre, il peut avoir les éléments clés. Et tu précises bien, je regardais un peu les descriptions et tout ça, que tu apprends aussi en même temps. Genre, t'es très Ouais. transparente là-dessus. Tu dis que voilà, que t'apprends en même temps que moi, que ta communauté. Euh, En mode, ça peut m'arriver de faire des erreurs et tout ça. Bien sûr, mais Alors, déjà l'erreur. Ouais, pardon, vas-y. non, en fait, voilà, c'était un peu ma question parce que beaucoup de monde dit ça, tu vois, en mode, ben, ça peut arriver à tout le monde, hein, bien sûr, de faire des erreurs et on apprend tout le temps. La personne qui pense tout savoir, en général, c'est pas très bon signe. Mais chez toi, c'est vrai que c'est particulièrement prononcé. Est-ce que c'est lié à quoi? Est-ce que c'est vraiment une volonté de ta part d'être dans cette transparence à 100%, ou est-ce que c'est peut-être je sais pas, t'as eu des critiques sur un contenu que t'as sorti, ça t'a affecté peut-être, tu vois, enfin, tu vois, je sens que quand même c'est plus poussé, t'es très Ouais. transparente là-dessus, tu vois, comparé peut-être à d'autres créateurs qui ont tendance peut-être des fois à se positionner en mode expert, un peu, voilà, ou en mode, bon, je maîtrise mon sujet. Bah, déjà, moi, je suis arrivée plus tard que je pense les autres personnes qui aujourd'hui créent du contenu sur les réseaux. Donc, elles ont peut-être plus d'expertise que moi. En fait, je sais pas, ouais, j'ai toujours voulu être transparente. En fait, je me suis dit, moi, je suis comme tout le monde, tu vois. Genre, ok, il y a des gens qui me suivent, mais je suis pareil qu'eux, tu vois. J'ai pas quelque chose en plus. C'est juste que, pour une vidéo, j'ai fait 12 heures de recherche, j'ai tout résumé, etc. Mais en vrai, tout le monde peut le faire. Enfin, tous ceux qui veulent ou qui ont l'envie. Et du coup, j'ai toujours voulu être transparente avec ma communauté, avec les gens qui me suivent, parce que, enfin, je considère que c'est aussi des gens, tu vois, qui me poussent, qui vont liker des vidéos, mettre des commentaires, etc., qui vont apprendre des choses avec moi. Et j'ai envie d'avoir une relation un peu de confiance avec ces personnes-là.
parce que je trouve qu'aujourd'hui, bon, on l'a vu dans d'autres contextes, tu vois, mais l'influence, des fois, ça peut être très mauvais, comme ça peut être très bien. Ça dépend des personnes qu'on suit. Et moi, j'ai cette envie d'être le plus transparente possible avec ma communauté, parce que moi, j'aurais aimé que tout simplement, on soit transparente avec moi. Enfin, quand j'ai démarré les cryptos et que j'ai acheté des NFT, c'est aussi parce que j'avais regardé des vidéos et des influenceurs et qu'ils avaient dit d'acheter ça, ou en tout cas qu'ils avaient parlé d'un truc que je les ai, enfin, que j'ai suivi un peu et j'ai acheté. Et du coup, bon, ça, c'est l'expérience de la vie. Mais si moi, je peux éviter aux gens de faire les erreurs que moi, j'ai fait, bah, voilà, pourquoi pas, quoi. Et du coup, ouais, je sais pas, je trouve que c'est hyper important. Et puis après, j'ai pas la prétention, tu vois, de me dire, OK, bah, je sais tout. Ouais, bah, moi, j'ai fait 8 heures de recherche, machin. Bah, non, il y a des trucs que j'ai loupés, il y a des trucs que j'ai pas vus, il y a des trucs sur lesquels, bah, je suis pas assez technique, il y a des trucs peut-être où j'ai pas assez creusé, où il aurait fallu aller plus loin. Tu vois, il y a peut-être des ressources que j'ai pas trouvées, j'en sais rien. Et en fait, de toute manière, tu te rends compte que les gens, quand ils font de la vidéo ou de la création de contenu, c'est impossible d'avoir raison sur tout. C'est impossible d'être parfait et de pas se tromper. Genre, tout le monde se trompe à un moment donné ou à un autre. Après, il y en a qui se trompent plus ou moins. Si c'est des experts, bah, tu vois, ils ont plus l'habitude d'expliquer certaines choses, donc ils vont peut-être moins se tromper. Moi, voilà, je me considère pas comme experte en crypto-monnaie, etc. Ça fait pas des années que je suis dedans. Je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre. Moi-même, je regarde toujours des vidéos d'autres personnes. Je lis toujours des newsletters, des machins. Donc, je sais pas, je trouvais ça intéressant de créer aussi cette relation avec la commu où, ben voilà, les gars, on est tous pareils. Hein. Ouais, non, c'est clair, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en plus on est dans un écosystème, c'est relativement nouveau, c'est complexe, ça évolue très vite, donc tu peux pas prétendre là être alors des experts il y en a hein, forcément qui maîtrisent très très bien leur sujet, mais tu peux pas tout connaître. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise aussi le terme, tu auras remarqué, créatrice de contenu, je dis pas influenceuse, parce que pour moi il y a quand même une Il y a différence une un différence. peu et tu t'en as parlé rapidement. T'as eu des mauvaises expériences un peu avec par rapport à des créations de contenu qui t'auraient amené sur des mauvaises pistes en termes de tokens ou de collection NFT. Ouais, bah forcément, je sais plus, franchement, je balancerai pas de nom, mais Non, non, même je les connais c'est plus, pas tu le vois, but, parce hein, que mais c'était il y a très très longtemps, mais ouais, je pense que, enfin, tu vois, les premiers NFT que j'ai achetés, je les ai bien trouvés quelque part. Je me rappelle plus exactement où, mais je les ai trouvés quelque part. Enfin, il y a bien quelqu'un qui a dit cette collection, faut regarder, et je l'ai acheté. Après, bien sûr. Enfin, je pense que c'est important c'est pour ça c'est important surtout quand les gens ils font du conseil en investissement. Bon, toujours ils disent que c'est pas du conseil en investissement, mais quand ils parlent d'investissement, je pense que c'est important d'avoir des gros disclaimers pour les personnes qui regardent. Après, c'est important aussi pour les personnes qui regardent, tu vois, d'apprendre que les disclaimers, ils sont pas là pour faire joli et que bah, en face d'eux, ils ont une personne qui est peut-être plus aguerrie sur le marché, qui a vu plus de choses, etc. Et que du coup, ils doivent pas reproduire exactement la même chose que cette personne-là, tu vois. Donc, je pense que c'est des deux côtés où il faut un peu jouer. Après, j'ai jamais eu trop de. Enfin, on m'a déjà repris sur des vidéos ou des bêtises, enfin, des trucs que j'avais dit sans faire exprès. Mais c'est jamais méchamment. J'ai plutôt une très bonne communauté. Bon, après, j'ai des critiques comme tout le monde, mais ça, c'est la vie de création de contenu ou oui. d'influenceur, hein, des deux, tu choisis. Mais enfin, voilà. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai qu'en plus, ce qui est délicat sur quand on dit c'est pas des conseils en investissement, c'est qu'on reste quand même dans un univers crypto, NFT, c'est un peu comme des youtubeurs immobiliers ou sur la bourse. Oui, certes, c'est peut-être pas des conseils en investissement, mais quand tu présentes des collections, que tu présentes des tokens, très rapidement, si toi tu veux rejoindre le truc, c'est pas gratuit en général, donc très rapidement, ça peut aboutir à des investissements pour la communauté. Donc c'est vrai qu'on est dans un écosystème où la frontière est assez fine. Mais ok, par rapport à la transparence sur le fait que tu progresses avec tout le monde, c'est une honnêteté qui est quand même qui mérite d'être soulignée, je pense, dans l'écosystème. Voilà, quand à côté, tu as peut-être des créateurs qui te regardent droit dans les yeux pour vendre des shitcoins x 100 en te garantissant des rendements de taré. Donc c'est bien quand même d'avoir cet équilibre-là. Et pareil, dans l'écosystème aussi, je pense qu'on a dû déjà aborder le sujet. Euh, Crypto, et pas que malheureusement, c'est quand même un univers qui est pas très féminin encore.
Euh, Ouais. Est-ce que tu vois des freins particuliers par rapport à ça, ou est-ce que tu as eu même peut-être des expériences ou des choses qui montrent que c'est peut-être compliqué aussi en tant que femme, que ce soit créatrice de contenu, hein, par exemple. C'est vrai que comparé aux hommes, il y en a peut-être, alors je veux dire un chiffre au pif, mais ça va peut-être 10 fois moins ou 50 fois moins. Et pareil, quand on voit les différents projets, donc sur cette chaîne, on parle pas mal de Move to Earn et d'applications un peu digitales en lien avec le fitness. On voit dans les équipes, en général, ce sont des hommes hein, qui buildent les projets. Il peut y avoir quelques femmes aussi, mais elles restent malheureusement assez minoritaires. Du coup, toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'a impacté peut-être alors, je sais pas, quand tu as candidaté pour ton alternance, par exemple, ou autre? La fameuse question. Alors non, enfin moi j'ai pas vu de frein nulle part, on va dire, puisque tout l'écosystème, je pense que dans tous les cas que tu sois femme ou homme, peu importe, tout l'écosystème crypto FR, en tout cas celui que je connais, est assez bienveillant Mmh. et j'ai remarqué, tu vois, beaucoup d'entraide. En tout cas, si je pense qu'ils vont Enfin, si les personnes voient que tu as une bonne intention et que tu veux construire quelque chose, il y a beaucoup d'entraide autour de ça. Donc, j'ai pas vu forcément de frein, ni que ce soit dans la création de contenu pour m'intégrer, ni dans le travail. Enfin, quand j'ai cherché mon alternance, j'ai eu plein de propositions dans différentes boîtes crypto. Je pense qu'ils en avaient vraiment rien à faire de mon genre. Donc, non, moi, j'ai pas vu personnellement, j'ai pas vu de frein. J'ai même vu plutôt de la place à prendre, tu vois, puisque bah, aujourd'hui, il y avait quasiment pas de youtubeuses. On commence à être plusieurs là, on arrive en ce moment. Mais et c'est assez cool. Après, il y a des associations qui sont créées. Je pense notamment à Women in Web 3. Il y a Ah, aussi une super. association qui s'appelle HERDAO aussi, HERDAO, qui est une association internationale pour justement intégrer les femmes qui se sentent, on va dire, minoritaires ou qui se sentent pas à l'aise dans ces sujets. Mais moi, je l'ai vraiment pas vécu comme ça. Après ça, c'est l'expérience de chacun. Mais je pense que l'écosystème est assez bienveillant et assez ouvert. Après, effectivement, enfin, t'as toujours des remarques qui sont déplacées, tu as toujours des messages qui sont déplacés, etc. Mais enfin, c'est un peu aussi le jeu des réseaux sociaux. Et je pense que, bah, à leur manière, les hommes doivent avoir aussi des trucs qui sont un peu chelous, quoi. Ouais, bah après, je pense quand même honnêtement un peu moins que les femmes hein, sur ce genre de truc. C'est un peu comme les streameuses, par exemple, des univers qui sont peut-être un peu plus masculins. Voilà, quand il y a des femmes, il peut y avoir ce genre de dérive. Mais en tout cas, c'est cool qu'il y ait les initiatives que tu as mentionnées pour essayer justement de construire ensemble. D'ailleurs, sur ce podcast, on a accueilli Audrey il y a pas longtemps Trop qui cool. voilà qui est super et c'est vrai qu'on n'a pas forcément abordé cette question de voilà des femmes dans l'univers crypto Web 3 de manière générale. Ça aurait été intéressant d'avoir son avis, surtout qu'en plus voilà elle est fait sur Instagram du sportswear des choses comme ça, donc ça aurait été intéressant. Ok, ça marche. Il y a aussi la notion, alors moi j'ai vu passer sur tes réseaux sociaux, la blockchain business school. Alors ça, j'aimerais avoir un peu plus d'infos là-dessus parce qu'il y a des personnes enfin, qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément très bien l'univers crypto, Web3, blockchain. Là, on parle de création d'une école du coup. Comment ça marche? C'est pour qui? Est-ce que ça aboutit à un diplôme reconnu? Voilà, raconte, dis-moi tout parce que pareil, moi j'ai juste vu le nom passer et que tu étais du coup impliqué dans ce projet-là et ça a l'air Ouais. intéressant. Bah, alors, la blockchain business school, donc c'est une école blockchain comme son nom l'indique. Elle a été fondée en partie par Pirates Labs, donc l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc je t'en parle aujourd'hui, mais voilà, sachez que j'ai forcément bah, un avantage à en parler. Enfin, je sais pas comment dire ça. Je suis pas sponsorisée ou quoi, mais bah je travaille avec eux, donc forcément c'est cool pour moi. Oui, tout à fait. Euh, petit disclaimer, mais non, je dis tout le temps parce qu'au moins c'est, tu vois, transparence max. Et ouais, ouais, non, non, Au c'est plus je peux vraiment le pour dire, au savoir, plus je le voilà, sais. qu'est-ce que c'est la blockchain business school, voilà, que tu sois impliqué dedans ou Ouais, pas. bah du coup, donc la blockchain business school, en fait, c'est une école qui est destinée à former des nouveaux talents, que ce soit soit du côté technique. Donc en fait, ça va être une formation de 6 heures par semaine pendant 12 semaines, donc 3 mois.
Et donc, il y a deux parcours, en fait. Donc, au début, il y a un tronc commun où on apprend toutes les bases de l'histoire de la blockchain, comment ça marche la blockchain, etc. Et puis après, le parcours, du coup, se divise en deux, soit en spécialité tech lead. Et donc là, c'est vraiment pour les gens qui veulent devenir développeurs dans la blockchain, soit product manager. Et donc là, c'est pour les gens qui veulent plus être du côté business ou faire la relation entre la technique et le commerce. Et à la fin, les deux promotions se rejoignent pour former ce qu'on appelle le grand projet. Et en fait, le grand projet, c'est l'opportunité pour les personnes qui ont intégré le parcours de formation de monter une entreprise. Donc, soit ils arrivent avec leur idée qu'ils ont déjà, soit nous, étant donné qu'on est un incubateur, on leur donne carrément une idée de l'intérieur. Et ensuite, ils construisent en fait vraiment leur entreprise, leur projet. Donc, ça s'adresse à tout le monde, en fait, toutes les personnes qui veulent se former, que ce soit des étudiants, que ce soit des gens qui sont en reconversion professionnelle, que ce soit des gens qui cherchaient quoi faire et qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi, enfin voilà, ou que ce soit même des gens qui veulent, par exemple, il y a des gens aujourd'hui, il y a beaucoup, on voit des corpos se mettre à la blockchain, au Web3. Et du coup, par exemple, il y a des gens qui veulent évoluer en interne dans leurs entreprises pour prendre en main tous ces sujets Web3. Voilà, ça c'est destiné en fait à plein de personnes différentes. Et donc, du coup, voilà, c'est une formation sur 3 mois. À terme, le but, c'est vraiment d'ouvrir une école avec vraiment plusieurs formations sur plusieurs durées de temps, etc. Mais on a commencé par la première formation. Et donc, je crois que ça commence la première session fin mars, il me semble. Il y aura plusieurs sessions par an. Je crois qu'au début, on va en faire 3 par an. Et puis après, on pourra augmenter selon les besoins. Je pense aujourd'hui, c'est important. Enfin, en fait, c'était important. Ça partait aussi d'un constat. Tu vois, Pirates Labs, ils sont au cœur de l'écosystème Web3 en France et aussi sur d'autres projets à l'international. Et on voyait vraiment ce manque en fait d'employés, de personnes qualifiées dans la blockchain qui à la fois sont techniques et comprennent les enjeux business ou qui sont business et comprennent les enjeux techniques. Et ça, c'était quelque chose qui manquait beaucoup. Il n'y avait pas aujourd'hui beaucoup de formations sur le marché. Il y a une formation qui existe déjà et sinon, c'était en autodidacte. Ok. Et du coup, on voulait vraiment laisser le choix aux personnes de choisir la formation qui leur convient le mieux. Voilà, cette formation, je crois, elle peut se faire full distanciel, mais sinon, c'est à la fois du distanciel et du présentiel, puisqu'on a des intervenants, ce qu'on appelle de masterclass. En fait, c'est des personnes qui sont très haut placées dans des grosses entreprises ou des licornes françaises qui ont réussi dans la blockchain et le Web3, qui viennent et qui vont étudier tout un cas d'usage avec les étudiants. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça permet aussi, tu vois, le problème aujourd'hui, c'est que quand tu rentres dans une formation, et moi, typiquement, c'est mon cas dans mon école de commerce, c'est que j'ai pas de réseau en fait. J'arrive pas à me faire mon réseau parce que les gens qui sont avec moi, c'est les mêmes personnes que moi, c'est tous des étudiants où on a le même âge, où on a fait le même parcours et du coup voilà, j'arrive pas à monter ce réseau-là. Alors que là, le fait de étudier à la Blockchain Business School, les gens ils sont tout entourés par tout l'écosystème Pirates Labs qui est quand même énorme puisqu'aujourd'hui on a plus d'une vingtaine de boîtes qui sont dans le Web3 et la crypto et par tous les intervenants, etc. Ça permet d'avoir des contacts, ça permet de directement s'intégrer et voilà, de sauter le pas. En gros, c'est vraiment pour trouver un emploi derrière dans le Web3 ou monter en compétences sur des sujets Web3 dans son propre boulot. Ok, c'est vachement intéressant. C'est des promotions de combien par session? Tu as une idée là-dessus? Alors, c'est des promotions. On a limité le nombre d'étudiants à 50 par session. Ok. Tout simplement parce qu'on pense qu'il faut pas être trop nombreux, tu vois, pour pouvoir tous. Enfin, le but de Pirates Lab, c'est vraiment de faire une formation qualitative et d'accompagner tout le monde. Et du coup, on voulait pas faire des grandes promotions de 120, 130 personnes. Ça avait pas de sens pour nous. On préfère faire plusieurs sessions avec 50 personnes dans chaque session et avoir vraiment un accompagnement individualisé à chaque personne et adapté à chaque personne. Ouais, c'est ça, que tu aies vraiment une personnalisation un peu plus prononcée. Je note quand même que tu m'as dit qu'en école de commerce, tu te faisais peut-être un peu moins de réseau que dans l'écosystème Web3, ce qui est assez, clairement. Ce qui est assez marrant parce que quand on discute avec des personnes qui font école de commerce, ils ont tendance à te dire, en fait, ce que je retire de mon école, c'est le réseau.
parce que moi en école de commerce, j'ai fait 12 SWOT et 13 Pestel, c'est bon. Tu vois, je veux pas me mettre à dos les personnes qui ont fait école de commerce, bien sûr, Non, c'est mais ça. il disait que c'était ce côté réseau, et toi tu viens tempérer un peu ça, Bah, c'est marrant. disons que le réseau, bah, déjà, ça dépend, je pense, de l'école de commerce dans laquelle tu vas. C'est sûr que si demain tu es à HEC, je veux bien te croire que tu as un Ouais, réseau qui d'accord. va t'emmener où tu veux aller. Après, si t'es pas dans une top 5 école ou top 3 même, école de commerce, même si ça reste mon école, tu vois, elle doit être dans le top 30, mais du coup, tu as beaucoup moins cette histoire-là de réseau. Et puis en plus de ça, tu es avec des personnes qui veulent faire des choses qui sont totalement différentes de toi, donc qui n'ont pas du tout. Enfin, je veux dire, moi, à l'heure actuelle, je crois que dans mon master, enfin dans ma promo, il y a personne qui est dans le Web3 ou dans la crypto, tu vois. Parce que, je sais pas, c'est un domaine qui n'a pas intéressé les gens au hasard comme ça. Donc, du coup, ils sont dans d'autres domaines et des fois, ça se recroise pas forcément. Et du coup, ça me fait pas le réseau. Enfin, je veux dire, honnêtement, je, si c'était à refaire, je sais pas si je referais une école de commerce. D'accord. J'avoue maintenant que je suis dans le Web3 que ça me sert pas à grand chose. Là, il me reste 6 mois, je vais pas abandonner, on va les finir, même si c'est difficile parce que c'est exactement ce que tu as décrit. Mais ouais, je sais pas, le réseau. En fait, moi, le réseau, je me le suis fait toute seule, tu vois, parce que quand je suis arrivée dans le Web3, je connaissais personne. J'ai appris ce que c'était les NFT sur Internet. En fait, je me suis formée en vidéo toute seule jusqu'à ce que j'aille dans des events. Et en fait, j'ai vu un event NFT, je me suis dit, ah, ça a l'air cool et tout. Je suis allée, j'ai parlé à 2-3 personnes, un autre event, 2-3 personnes, 2-3 personnes, 2-3 personnes. Et c'est comme ça que, genre, tous les créateurs de contenu que j'ai rencontrés, qui m'ont aidé jusqu'à aujourd'hui, je les ai rencontrés dans des événements. Ouais. Toutes les personnes, tu vois, qui m'encouragent, etc., ou qui m'ont donné des tips, je les ai rencontrés dans un événement. Mon boss actuel, je l'ai rencontré dans un événement. Tu vois, genre, je suis allée le voir dans un événement. À l'époque, c'est Bilal El Alami, qui est cofondeur de Dogami. Donc, à l'époque, ils n'avaient même pas sorti Dogami. C'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros un jeu gaming, un play and earn, un peu à la Nintendogs Tamagotchi. Et du coup, à l'époque, ils n'avaient pas encore sorti les NFT d'Ogami. Moi, je suis allée lui parler parce que je voulais une whitelist pour avoir un NFT d'Ogami. Et puis, je lui ai parlé une fois. Je l'ai revu dans un autre événement, je lui ai parlé 2 fois, 3 fois. Il avait retenu mon prénom. Et au bout d'une dizaine de fois, je suis allée le voir. J'ai dit, écoute, j'en ai marre de pas être full Web3. Je veux un job dans Web3. Je peux en avoir plein, mais moi, je veux Pirate Labs parce que je sais que ça va m'apporter plein de choses. Est-ce que t'es chaud? Et en fait, c'est comme ça que j'ai eu le taf que j'ai aujourd'hui, tu vois. Et ça, c'est ouf, tu vois. Là, en fait, les gens, ils se rendent pas compte, je pense, du fait que tu peux te faire tellement de réseaux facilement aujourd'hui dans certains domaines. Que ce soit dans la tech, je pense dans la tech, dans la crypto, dans tous les domaines qui sont assez jeunes, où il y a plein d'événements dans l'entrepreneuriat, tout ça, en fait, le réseau, il suffit d'aller dans des events, regarder sur Internet ce qui se passe, et puis aller au culot et commencer à parler des gens. Je dis pas que c'est facile à faire. Moi, mes premiers événements, j'ai parlé à 2 personnes, je tremblais, j'étais pas bien, Et oui. tu vois, alors que le dernier, limite, j'arrivais, je tapais la bise à tout le monde, j'étais chez moi, quoi. Donc, après, ça, c'est l'habitude aussi. Mais je pense que c'est une chance pour les gens, en tout cas pour ceux qui sont dans des grandes villes, d'avoir des événements et faut vraiment pas hésiter à y aller parce que je pense que c'est comme ça qu'on se fait le réseau et en plus que on se fait un réseau qu'on choisit, quoi, qui est en fonction de nos objectifs et de ce dans quoi on veut évoluer. Ouais, non, c'est vrai que là, faut aller le chercher parce que comme tu dis, comme c'est un écosystème qui est relativement nouveau, c'est pas forcément tes camarades de promo ou autres qui vont être vachement là-dedans. Tu vas en avoir peut-être aussi à qui s'y intéressent, mais ça va rester très ponctuel, on va dire. Ouais, le réseau c'est super important. Il y a beaucoup d'événements sur Paris, malheureusement. Étant à Toulouse, on en a un Ouais. peu moins, mais ça commence à arriver. Pareil, on a reçu Nathan Poncé, qui est créateur du bar Le Bon Mélange à Toulouse et qui est un des Ouais. premiers à accepter le paiement en Bitcoin. Et pareil, ils font des événements les soirs en semaine. Et c'est super, quoi. Tu rencontres des gens qui sont passionnés aussi, des builders. Enfin, voilà. Donc, c'est Ouais, c'est clair. top. Mais en vrai, faut pas hésiter même. Tu vois, je pense aux gens qui écoutent le podcast. Si vous êtes dans une ville où il n'y a pas d'événement crypto, créez-en. Il y a forcément des gens qui sont dans la crypto autour de vous. Donc, essayez de regarder sur les réseaux sociaux, de mettre des messages à droite, à gauche, de voir qui est-ce qui est dans la même ville que vous.
pour pouvoir créer votre petit événement et échanger avec des gens qui sont aussi passionnés. Et après, quand il y a des gros événements à Paris, enfin, faut pas hésiter à monter à Paris, à venir et voilà. Surtout que il y a alors, c'est vrai que dans la crypto, il y a des événements qui sont très, très chers. Ouais. J'ai déjà vu des événements où la place est à 1500 euros. Effectivement, ça a pas, c'est pas rentable pour une personne qui juste veut comprendre ce que c'est la blockchain de payer 1000 balles pour un événement. Mais après, ça peut être rentable pour une personne, tu vois, qui travaille, qui a monté sa boîte crypto et qui a besoin de contact ou quoi, de venir et de payer une place dans un gros événement parce que c'est là qu'elle va rencontrer les gens de son écosystème et les gens qui vont pouvoir la faire évoluer. Ouais. Et comme tu dis, on peut aussi lancer des initiatives, même en étant Mm. débutant et juste qu'on souhaite échanger avec d'autres personnes. Ça peut d'être des rencontres, voilà, en centre-ville, dans des bars ou autres. Même d'un point de vue digital, hein. Alors je sais, peut-être t'es dans des groupes aussi de discussion, mais il y a des Discord qui se mettent en place. Moi, je fais partie notamment d'une guilde française qui s'appelle francophone, pardon, qui s'appelle les Veilleurs des Otera, parce qu'on était rentré un peu sur tout ce qui était Genopets, voilà, Play to Earn, Move to Earn, et en fait, on s'est rencontrés il y a plus d'un an maintenant, et on peut dire que c'est des potes, et on échange très souvent sur les actualités, sur les news. Il y en a tu vois, qui ont acheté une Ledger pour la première fois, ils découvrent vraiment l'écosystème, ils se font accompagner. Donc il y a plein de gens en fait, maintenant avec Internet et tout, on peut très vite se connecter et réussir à apprendre avec d'autres personnes. Je pars, je, Bah, je pars sur la crypto du coup. Je ouais. pense que c'est une question qui va intéresser du monde. Donc tu t'intéresses beaucoup au côté tech, tu es sur la créatrice de contenu aussi. Euh, je suppose que tu investis dans les cryptos. Ouais. Sans rentrer dans les détails, voilà, de portefeuille ou de stratégie. Est-ce que voilà, quelles sont les crypto-monnaies dans lesquelles tu t'impliques le plus? euh, Pourquoi? Et est-ce que tu es plus voilà, quelle est ta manière d'investir? Parce que nous on met beaucoup l'accent sur le DCA, parce que dans ce souci d'équilibre qu'on disait, vie pro, vie perso, contrôle du risque, c'est quelque chose qui est moins chronophage. Du DCA sur du Bitcoin ou de l'Ethereum, ça se fait assez bien. Mais toi, comment tu t'organises? Est-ce que tu t'amuses à faire du petit trading sur des choses un peu plus risquées? Voilà, c'est quoi ton quotidien là-dessus? Alors, moi, je vais faire une réponse classique, mais je fais du décès, en fait, comme tout le monde. Je fais pas de trading parce que je suis pas tradeuse. Pour moi, c'est un métier, le trading. Hmm. Je vais... Quand je suis rentrée dans la crypto, j'ai essayé. Je me suis ramassée, bien évidemment, mais avec des petites sommes. Enfin, je comprends. Si tu veux, si j'affiche une charte, bon, ben voilà, je sais te décrire, je sais voir la tendance, je sais tracer des supports et des résistances, etc. Donc, il y a cette partie-là que je connais, mais je ne suis pas tradeuse, c'est absolument pas mon métier. Et je pense qu'il faut beaucoup de temps pour se former en trading. Il y a des gens dont c'est la spécialité qui font très bien ça. Je pense notamment à Louchap, à Chris, à CryptoPixou, enfin, toutes ces personnes-là. Après, moi, c'est pas du tout. Enfin, je préfère pour le coup la Fonda. Et pour ce qui est des cryptos, bien sûr que j'investis en crypto. J'investis pas des millions d'euros parce que vous avez compris que je suis en alternance et que du coup, c'est pas des millions à investir non plus. Mais tout ce que je peux, j'investis. Et puis, j'ai un DCA tous les mois, en fait, où j'investis principalement sur du Bitcoin et de l'Ether parce que on va dire, je manage mon risque. Après, c'est bien de se diversifier, de faire un peu de Bitcoin, un peu d'Ether, un peu d'argent sur, je sais pas moi, sur le top 30 et un peu d'argent sur des trucs exotiques, un peu d'argent sur des NFT. Après, le truc, c'est que quand on a un montant qui est réduit, on peut pas mettre, enfin, on peut toujours diviser à l'infini et puis mettre 1 euro sur Bitcoin, 1 euro sur Ether, 1 euro sur les NFT, 1 euro sur XY. Après, ça n'a pas trop de sens. Ça dépend aussi des périodes de marché. Par exemple, il y a, en bull run, il y a des ICO qui marchent très bien. En bear, c'est horrible. Donc, du coup, il y a un pourcentage que peut-être je vais allouer dans des ICO quand on est en bull run ou quand il y a des projets vraiment très particuliers qui me plaisent beaucoup, je connais la team, etc.
Quand je vois des ICO, des fois, même pas je regarde parce que bah, je sais que c'est dégueulasse d'avance. Hmm. Donc voilà, moi je pense, en vrai, je pense pour quelqu'un qui débute dans la crypto, Bitcoin, Ether, c'est très bien. Et après, aller au pire, si vraiment on veut s'amuser ou quoi, on garde 10, 15, 20% du portefeuille et on le met sur d'autres alts. Mais, euh, mais je préfère la sécurité, tu vois, pour pas dégoûter les gens. Ouais. Parce que j'ai vu plein de gens. Alors, autant moi, pour le coup, vraiment, je suis pas du tout sensible à l'argent que j'ai mis en crypto. Je trouve ça fou parce que pourtant, en plus, je suis une fille, donc j'ai plein d'émotions. Dans ma vie, je suis pas du tout comme ça. Mais pour le coup, mon portefeuille crypto, je m'en fous, mais complet, quoi. Et c'est Genre, super. j'investis, je fais mon DCA et genre vraiment, ça me passe, mais au-dessus. Mais j'ai vu tellement de personnes être pas bien comme ça, chuter, tellement de gens se dire qu'ils avaient perdu de l'argent, sortir au mauvais moment, re-rentrer, ressortir. Euh, des gens paniqués, tu vois. J'ai vu des gens pleurer. J'ai eu, quand il y a eu le scandale avec FTX, j'ai eu des gens en DM qui étaient au bout de leur vie parce qu'ils avaient tout perdu et ils avaient mis des sommes qu'ils n'étaient pas prêts à perdre. Et ça, on fait que répéter, mettez que des sommes que vous êtes prêts à perdre. Et c'est vrai que, genre, les gens, en général, en fait, ils entendent ça, mais ils ne le font pas vraiment. Et le jour où bah, il y a un problème comme FTX, ils se rendent compte que vraiment, ils ont tout perdu et que en fait, c'est la galère pour eux. Hmm. Et ça, c'est hyper important, tu vois, pour moi, c'est la base. Moi, si demain, la crypto, c'est un gros scam et que tout va à zéro, franchement, c'est pas grave, tu vois. Il y a toujours la blockchain, je kifferai toujours le Web3, il y a toujours des trucs à construire, je recommencerai et je serai quand même là. Après, il y a des gens que ça dégoûte. Et d'ailleurs, on le voit même, les créateurs de contenu le voient avec leur taux d'engagement pendant le bear ou pendant le bull. Quand tu vois qu'il y a des vidéos qui, avant, chez certaines personnes, ils faisaient genre 20K une vidéo et maintenant ils font 5K. Tu Hmm. vois, c'est abusé. Tu vois, ils divisent leurs audiences par je sais pas combien. Donc, il y a moins d'intérêt des gens parce que les gens ont aussi été dégoûtés. Moi, j'ai mis des potes aussi dans la crypto qui, au début, regardaient leur portefeuille et s'intéressaient à la crypto parce qu'ils avaient mis des sous dedans et qui, aujourd'hui, comme leur portefeuille a fait du moins 70%, bah, sont dégoûtés du truc et veulent même plus entendre parler de la crypto. Genre, même moi, quand je raconte, bah, j'ai fait une vidéo sur ça, oh, c'est bon, on parle pas crypto. Tu vois? Et ça, les gens, je pense, ils ont tendance à oublier que bah, ça reste un marché financier, voilà, ça reste risqué. C'est une technologie qui est nouvelle, qui est jeune, et il y a des risques. Après, est-ce que tu prends les risques ou pas? C'est à toi de choisir. Et après, en fonction des risques que tu es prêt à prendre, tu dessines ton profil d'investisseur. Si demain, tu n'as rien à perdre, je sais pas moi, que tu n'as pas une grosse somme et que, je sais pas, tu vis tranquille chez tes parents et que tous les mois, tu encaisses 1006, bon, bah, tu peux te permettre de mettre un plus gros pourcentage sur des alts et au pire, s'ils vont à zéro, bah, c'est pas grave, tu vois, t'es chez tes parents, dans 2 mois, tu auras le même montant à remettre, quoi. Hmm. Après, il y a des gens bah, voilà, qui ont des responsabilités, qui ont des enfants, qui ont une famille, il faut vivre, il faut survivre, et là, c'est débile de mettre tout son salaire dans la crypto. Ouais, c'est ça. Le fondamental, c'est que quand même l'écosystème crypto-monnaie est très risqué, peut-être comparé à d'autres types d'investissements. Donc déjà de base, balancer son salaire là-dedans, même du Bitcoin ou de l'Ether, qui est quand même peut-être moins volatile, un peu plus solide que des altcoins. Enfin voilà, faut quand même avancer avec prudence, limiter les sommes. Et tu as parlé aussi d'éviter de diversifier trop son portefeuille aussi, parce que là on retombe dans, comme tu dis, enfin, si tu mets $1 par-ci, ok, le truc il a fait un x5, ce qui est énorme. Bon, tu repars de $1, tu repars à $5, bon, c'est super, mais plus tu vas diversifier ton truc et plus aussi tu vas rajouter de la complexité. Il faut suivre toutes les performances de tous Ouais. ces Ben, coins-là. moi, au début, en vrai, au début, en fait, je pense que ça sert à rien pour un débutant, tu vois, d'acheter une centaine de cryptos. Tu vois, au Ouais, pire, Bitcoin, Ether, allez, on rajoute 8 cryptos au maximum. Et comme ça, parce que comme ça aussi, genre, je pense que c'est important de savoir dans ce qu'on investit. Enfin, je veux dire, quand les gens ils achètent un appartement et qu'ils investissent dans l'immobilier, ils vont voir l'appartement, tu c'est vois, ça. ils regardent s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas de machin, etc. Les gens, quand ils sont sur le marché financier, dans la crypto, ils ne regardent pas la crypto, ils mettent des sous parce que machin a parlé de la crypto ou parce qu'elle est dans le top 10 ou parce que machin. Non, regarde ce que c'est, regarde le projet, regarde la fonda, regarde la team, renseigne-toi sur le truc et mets de l'argent dessus. Et déjà, c'est très long pour on va dire, évaluer un projet. Donc, ça ne sert à rien d'aller sur
sur 100 cryptos. Enfin, tu en prends 10, tes 10 préférés ou tes 10 projets que tu penses que ça va monter un jour. Et puis voilà. Et un autre point que je voulais rajouter, c'est aussi cette notion de temps. C'est pas tu investis aujourd'hui, demain tu es millionnaire. Enfin, à part si tu as mis sur un truc genre Flokin ou Shiba 2.0, sinon ça n'existe pas. Et encore que même ça n'existe pas, puisqu'après tu pourras pas retirer l'argent vu que les scammers auront pris ta liquidité. Mais du coup, ouais, enfin voilà. Donc c'est long terme. Enfin, à moins que les personnes veulent devenir traders, et là c'est différent. Faut se former, il faut faire du trading. Et là c'est pas de l'investissement. On parle de deux choses qui sont complètement différentes. Là c'est du court terme pour le trading, mais sinon l'investissement c'est du long terme. C'est pas on met la crypto et dans 2 mois on la récupère. C'est tu mets la crypto et tu te fais une target, je sais pas, à 2, 3, 4, 5 ans en fonction du marché, de comment tu penses que ça va évoluer. Mais tu peux pas te dire ok je mets la crypto mais dans 6 mois j'en ai besoin pour acheter une voiture. Bah non, non, faire ouais. ça. Non, c'est clair. Et puis, comme tu dis, vraiment la nécessité de s'informer, même si tu es un petit investisseur avec un petit portefeuille qui veut juste truc, il faut quand même voir qu'est-ce qu'il y a derrière le Bitcoin, le concept de décentralisation, les entreprises qui investissent dedans, comment ça se passe, même le DCA en fait. C'est vrai qu'on a tendance à dire la voie peut-être la moins risquée parmi les risqués quand même, mais la moins risquée et la plus tranquille, c'est le DCA. Mais le DCA, ça implique quoi? Ça implique que tu investis la même somme tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, mais ça veut dire quand même que à la fin, tu crois au projet parce que le DCA fonctionne que si tu as une tendance haussière sur le long terme. Donc ça veut dire que même si la personne qui n'y connaît pas grand chose et qui se dit ok je vais faire du DCA Bitcoin, si c'est juste faire du DCA Bitcoin pour du DCA Bitcoin, ça n'a pas de sens. La personne doit croire sur le potentiel de Bitcoin à long terme, et donc ça implique de s'informer sur ce que ça implique, ce qu'il y a derrière ce concept-là, les valeurs, sur quoi est construit le Bitcoin et tout ça. Donc ouais, carrément, la nécessité de s'informer, elle est primordiale. T'as parlé, je l'ai noté parce que ça fait une excellente transition pour notre dernier point. Sur la baisse de visibilité de certains influenceurs ou créateurs de contenu pendant le bear market. Ça c'est clair, on se l'est pris de plein fouet. Alors moi qui ai fait pas mal de contenu, move to earn, play to earn, alors quand Stephen s'est craché, autant te dire que là ça a été un truc de malade. Je le racontais là à Audrey il y a pas longtemps. Quand tout le monde était à fond sur les move to earn pour le côté spéculatif, malheureusement, bon c'est comme ça, hein, mais tu faisais des vidéos, tu gagnais des abonnés, il y avait de nouvelles personnes qui venaient, etc. Au bout d'un an, je continuais du coup à créer du contenu parce que, et c'est ça que je diffuse aussi sur ma chaîne, et on va en parler, voir ce que t'en penses. Il y a les move to earn, où au début ça a été très basé sur la spéculation avec Stephen, où certains pouvaient gagner plusieurs centaines de dollars en allant courir 10 minutes. Il y a eu énormément de vidéos sur le sujet, mais bien sûr que, quand tu prends du recul et que tu te détaches des émotions, on parlait des émotions aussi tout à l'heure, tu te dis oui c'est impossible d'un point de vue économique, d'un point de vue stabilité. Bien sûr que tu peux pas avoir un jeu où en allant galoper avec tes baskets 10 minutes tu reviens avec 300 balles. Ce n'est pas, il y a quelque chose qui va pas derrière, et donc quand il y avait cette hype là, il y a eu énormément de visibilité, il y a même des créateurs de contenu qui se sont spécialisés sur ce projet-là. Et par contre, derrière, là, il y a eu une perte énorme, même s'il y a quand même des projets qui build, j'en parle pas mal là sur ma chaîne, qui font des choses très intéressantes et qui sont plus orientés pour les sportifs. Tu peux peut-être, oui, gagner un peu de crypto-monnaie par la même occasion, mais le principe, c'est quand même d'apporter de la valeur pour ceux qui aiment le sport. Et donc, transition par rapport au Move to Earn, tu avais fait une vidéo aussi sur Stephen parce que ça a été quand même un sacré phénomène en début d'année 2022. Quelle a été en fait ton expérience avec les Move to Earn? Quel est ton avis aussi aujourd'hui sur ces projets? On parle de Move to Earn dans le sport parce que voilà, c'est un peu le domaine ici, mais il y a aussi les Play to Earn où il y a eu énormément de spéculation à un moment, et ça s'est tassé avec le bear market. Il y a eu, pour moi, il y a eu la vibe, il y a eu la hype Stephen, comme tu disais, où les gens gagnaient des milliers d'euros en allant courir. En fait, j'ai du mal. Je t'avoue, j'ai beaucoup de mal avec les projets qui sont Move to Earn, Play to Earn. Bientôt, c'est Sleep to Earn. Enfin,
Faut arrêter à un Ça moment existe donné, l'argent, d'ailleurs. voilà. Ça existe. Ah, c'est complètement fou, quoi. Je veux dire, l'argent, il vient forcément de quelque part. Il faut comprendre d'où vient l'argent. Vraiment je crée 600 $ en courant en bas de chez moi, là? Je ne pense pas. J'ai du mal à comprendre comment je peux créer ça. Ça, après, c'est tout. Enfin, c'est des notions de tokenomics, de comment est-ce qu'ils font pour créer de la crypto et est-ce que si on la revend, est-ce qu'il y a de l'inflation, est-ce qu'elle est créable à l'infini? Enfin, il y a plein de trucs comme ça. J'ai du mal. Je pense qu'aujourd'hui, très concrètement, il n'y a aucun move to earn, play to earn ou tutti quanti qui existe et qui est abouti, du moins au niveau tokenomics, je dis pas au niveau interface, etc. Il y a des trucs qui peuvent être bien. Euh, Au niveau tokenomics, c'est plus différent. Je connais pas trop. Après, je t'avoue que c'est pas trop mon domaine, tout ce qui est sport et tout, donc je j'ai pas vu trop ce qui se faisait dans ce truc-là. Après, tu as aussi tout ce qui est enfin, je compare beaucoup ça, tu sais, au gaming parce que c'est play to earn. Tu vois, tous les gens qui étaient là en mode ouais, play to earn, c'est l'avenir. Bon, bah, ils se sont calmés 2 minutes. Non, play to earn, c'est pas l'avenir. Mais non, ils appellent ça play and earn. Et en vrai, c'est Hmm. même pas du play and earn, c'est juste du play and own. En fait, genre, pour moi, on a essayé d'inventer des trucs pour attirer les gens en leur disant on va vous faire gagner de l'argent, venez. Alors que de base, c'est juste de résoudre des problématiques très concrètes avant, quand on joue à un jeu vidéo, on achète plein de skins, tu vois, on va acheter des objets, des machins, etc. pour jouer au jeu. Et une fois qu'on les a achetés, on ne peut plus les revendre. Voilà, on a dépensé notre argent, c'est terminé. Et ça, c'était une problématique dans le gaming qu'ils ont résolu par le play and own. Parce que maintenant, les skins, etc., que tu achètes, ça va être des NFT et tu vas pouvoir les revendre, les passer à ton frère, ta sœur, qui tu veux. Donc ça, c'est une réelle problématique et il y avait un réel besoin et on a vraiment inventé une solution à ça qui est les play and own. Après, les trucs earn, j'ai plus de mal, tu vois. Aujourd'hui, il n'y a aucun projet pour moi qui a délivré concrètement un truc abouti, que ce soit un jeu, un truc de sport ou quoi, un truc qui est assez abouti, qui tient la route au niveau des tokenomics et qui va pas se casser la gueule en quelques mois. Ouais, je suis d'accord avec toi. La dénomination aussi, elle porte beaucoup à confusion. Dans le move to earn, play to earn, la finalité, c'est le to earn, quoi. Tu sens que la volonté derrière, c'est de te faire miroiter des gains financiers. Et ça s'est énormément vu sur les communautés aussi de ces projets-là. Il y en a qui, au début, moi, par exemple, j'ai découvert l'écosystème crypto, même au sens large, par Genopets. Voilà, qui est aussi pareil, un système un peu à la Pokémon où tu fais évoluer ta créature plus t'as un train de vie actif. C'était des gens au départ qui étaient passionnés par qui s'intéressaient beaucoup au Web3 et qui étaient quand même sportifs ou avaient envie d'avoir un train de vie plus actif. Donc c'était quand même très intéressant. Et puis il y a eu la vague Stephen qui a ramené énormément de monde et on s'est rendu compte que pendant une période de temps, sur tous les autres projets qui sortaient un peu dans ce style-là, ça faisait que parler de retour sur investissement, ça faisait de rapidité pour avoir tant de gains sur comment acheter les NFT pour les revendre plus cher. Enfin, vraiment que de la spéculation pure et ça ne parlait même plus de l'application en elle-même. Est-ce que le jeu vidéo il est bien fait? Est-ce que l'application de fitness elle te permet de faire ça, ça, ça? Et là on sent que le bear market a un peu nettoyé tout ça et on recommence à avoir des initiatives intéressantes. Alors j'ai Defit en tête, mais il y en a d'autres qui se construisent et je pense qu'il y a une concurrence qui va se mettre en place forcément à un moment donné où ils portent le nom, tu dis play and earn, donc pareil, on a du move and earn, ou même d'ailleurs, ils enlèvent le earn du terme, et on est plus vraiment sur des applications fitness Web3, où tu vas pouvoir suivre tes performances, tu as même un réseau social intégré où tu peux poster ce que tu manges, tes entraînements, tes ressentis, etc. Et là, on recommence à avoir des communautés de personnes qui font du running, des personnes qui veulent perdre du poids et faire plus de sport. Et comme tu disais, je pense que les play to earn, il y a des gens qui étaient prêts à rejoindre n'importe quel projet dans une visée spéculative, mais que là peut-être on va commencer à avoir des projets qui construisent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et avoir des vrais jeux vidéo où tu prends du plaisir Ouais, à jouer tout simplement, quoi. ouais, ça va prendre du temps. C'est juste ça. C'est juste qu'il faut pas être trop pressé et il faut pas.
faut essayer de pas, voilà, de pas. Il y a une expression française, non, qui dit ça, ne pas mettre la charrue avant les bœufs ou un truc comme C'est ça, non? ça, ouais, ça existe, t'es C'est bon. pas très fort dans l'expression française, mais ça doit être un truc comme ça, tu vois. Parce qu'il faut arrêter de vendre des NFT à tout va et de dire oui, oui, on va construire, on va construire. Ne vous inquiétez pas, achetez, donnez-nous des sous, on va construire. Voilà, c'est bon. Mhm. Là, il faut construire, délivrer. Déjà, je pense qu'ils ont eu assez de rentrées d'argent, tous ces projets-là. Donc, il faut juste qu'ils délivrent. Après, il y a des bons trucs qui se créent. Moi, je vois, enfin, tout autour de moi dans l'écosystème, je vois des projets de ouf, bah, que ce soit Defit, Dogami, Cross the Edges aussi. Tu vois, Mhm. ils construisent des trucs qui ont l'air vraiment, vraiment cool. Après, voilà, on les attend au tournant parce que pour l'instant, ils n'ont pas délivré. Donc, on a beau kiffer le projet, il faut qu'ils délivrent. Ouais, c'est clair qu'après, voilà, il y a des promesses forcément, des volontés de lever des fonds aussi. La crypto a aussi changé la donne, hein, c'est-à-dire que il y a des entreprises qui peuvent faire des levées de fonds par le consommateur ou l'utilisateur directement, avec, tu disais, des ICO, des ventes des premiers mints de NFT. Donc forcément derrière ça crée de l'attente aussi. Il y a des gens qui ont investi pas mal et ça d'ailleurs ça pousse à réflexion. D'ailleurs je sais pas trop ce que t'en penses, mais on voit même dans certains projets, alors Play to Earn, Move to Earn, où le prix d'entrée, tu vas taper du NFT à 100 balles, 200 balles, 300 balles, quoi. Et donc, après, moi, je trouve, il faut pas s'étonner que derrière, les mecs aient envie d'avoir de la rentabilité sur le projet, tu vois. Qu'il y ait, ou au moins, récupérer une partie de leur mise. Parce que moi, personnellement, je veux me faire plaisir avec un bon jeu vidéo ou une bonne application de sport ou quoi. Pour 300 balles, je peux acheter 6 ou 7 jeux, quoi, hein, sur ma Play. Ou Move to, ou pour le côté sportif avec 300 balles, je peux me payer un abonnement à une salle ou même avoir un coaching personnalisé, tu vois. Enfin, Ah ouais, hein, là, ça y est. donc à un moment donné, c'est vrai que peut-être qu'il y a aussi des perspectives. Et je pense que tu dois avoir des projets en tête où tu as quand même des tickets d'entrée qui sont plus réduits et plus raisonnables pour peut-être avoir plus des joueurs qui s'intéressent au projet en lui-même et pas que sur le côté ah putain quand c'est que je vais pouvoir revendre ce NFT 2 fois plus cher quoi. Bah, en fait, tu as les projets qui, pour moi, sont des vrais projets. C'est enfin, des vrais jeux, par exemple, dans le gaming. C'est des projets qui vont penser à faire une version gratuite, tu vois. Une version où tu n'as pas forcément de NFT ou alors tu as des NFT qui sont pas rares ou qui ont très peu de valeur et qui, du coup, vont pouvoir permettre à tout le monde de jouer. Et Mm. ça, je crois que Crosshavis qui ont ça dans leur projet. Dogami, tu pourras aussi, pareil, jouer en gardant les NFT des autres. Enfin, tu vois, tu peux inventer plein de choses, en fait, avec la technologie aujourd'hui. Et c'est ça qui est cool. Donc, faut pas se contenter de faire des trucs où la barrière d'entrée, comme tu dis, elle est trop importante. Ouais, c'est vrai que les Move to Earn commencent aussi à s'y mettre. Il y a Fitmint par exemple, donc projet indien, où ils étaient, bon, c'était un step-and-like, il y avait une barrière à l'entrée pour se procurer des NFT et en fait ils ont complètement pivoté là et ils vont proposer une version gratuite. Il faudra alors peut-être payer un abonnement si tu veux aller plus loin. Il y a voilà, ils commencent aussi à créer des versions gratuites du jeu parce que pour attirer peut-être plus de monde, s'ouvrir à plus de monde, et parmi ces communautés, ceux qui voudront aller un peu plus loin ou avoir un peu plus de fonctionnalités, ils iront vers un forfait payant ou acquérir un certain NFT d'une rareté. Ouais, tout à fait. Bon, je crois on a bien avancé. J'ai une dernière question pour toi qui est un peu classique sur ce podcast. Euh, Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui voilà qui débute, que ce soit dans le crypto, Web3, blockchain, qui veut apprendre, qui veut peut-être investir aussi, se lancer dans des projets. Voilà, quels sont tes conseils ou des choses que toi, tu as pu, de par ton expérience, peut-être t'es tombé dans certains pièges ou quoi, et des choses qu'il faudrait éviter. Voilà, quelles seraient tes recommandations, à part bien sûr le fait de postuler à la Blockchain Business School? Merci pour la pub. Du coup, je pense qu'il y a un truc qui va revenir souvent, c'est ne pas FOMO. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out. Et c'est clairement, je pense à cause de ça que moi, je suis tombée dans des scams ou des trucs qui n'étaient pas ouf. En fait, c'est juste que des fois, on va se prendre vite à la hype et on va vouloir aller vite, 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 vite parce qu'on a peur de rater l'opportunité, parce qu'après, on se dit que ça n'a plus marché, blablabla. Bon, sachez que des opportunités, il y en aura toujours. Donc, plus prendre le temps d'apprendre,
de comprendre, de se former, que ce soit avec des formations comme la BBS ou alors même en autodidacte. Je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de ressources sur YouTube qui sont gratuites, avec plein de créateurs de contenu qui font des vidéos tous les jours sur la crypto. Et du coup, il faut prendre le temps, je pense, de se former. Au moins un minimum. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais moi, j'ai pas envie de passer 8 heures pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière l'avalanche ou des trucs comme ça. Je veux bien comprendre, mais pour moi, comme je te disais avant, on n'investit pas dans un appartement qu'on n'a jamais vu. On n'investit pas en bourse dans une entreprise où on ne sait pas ce qu'elle produit. Enfin, voilà. Et du coup, de vraiment s'intéresser d'abord avant d'investir. Après, quand on investit, de toujours faire ça sur le long terme, de toujours mettre des petites sommes pour commencer. Par exemple, voir aussi, est-ce que ça nous fait quelque chose enfin, est-ce que ça fait quelque chose de voir son argent baisser ou quoi par rapport à nos émotions. Et puis après, je pense que le plus important, c'est de s'ouvrir aux autres, d'avoir un bon mindset, tu vois, d'être positif. Enfin, bon, ça, c'est dans la vie en général, c'est pas que dans la crypto, le Web3, tu vois. Mais moi, je trouve que ça aide de fou quand on est positif et qu'on fonce et qu'on essaye, et tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent oui, il faut tomber pour mieux se relever, mais personne n'essaye jamais de tomber, tu vois. Les gens, ils restent dans la sécurité. À un moment donné, il faut se jeter. Et si tu perds tes 100 balles, tu perds tes 100 balles. Et puis, voilà, tu auras perdu 100 balles. Ça te fera chier quand même parce que c'est quand même 100 euros, même si tu étais prêt à les perdre. Mais c'est pas grave, tu n'en as pas besoin pour vivre. Tu vas pas mourir de faim demain. Tu recommences et tu te relèves et tu testes et tu testes. Et voilà. Ok, bon, mais c'est super, très bonne conclusion. Moi, je retiens quand même mettre les émotions de côté ou en tout cas avoir une maîtrise là-dessus, avoir un certain détachement quand tu te lances dans l'écosystème ou même que ce soit dans d'autres types d'investissements, hein, de manière générale. Beaucoup s'informer, aller chercher les infos, être curieux, apprendre beaucoup de ressources gratuites effectivement. Et puis la gestion du risque, hein, bien sûr, voilà, d'investir que ce qu'on est prêt à perdre précautionneusement et comme tu disais les émotions sont liées aussi à ça, hein. C'est vrai que quand tu as un peu le couteau sous la gorge et que tu prends des risques énormes, si derrière tu as des pertes très conséquentes, ça peut t'affecter. Tu en as parlé avec FTX, le scandale qu'il y a eu il y a peu de temps, et puis aussi d'autres projets, hein, qui peuvent s'écrouler. Voilà, c'est important d'avoir quand même une maîtrise du risque, même si de base, hein, tout investissement comporte des risques, donc faut faire attention. Bon, ben ça marche. Ben merci beaucoup, Carla, pour ton temps et pour toutes ces précieuses informations. Donc, Allez. on peut te retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le nom Carlita Crypto, c'est ça? Okay. Est-ce qu'il y a un endroit privilégié s'il y a des personnes qui veulent te contacter peut-être pour avoir des infos ou pour des projets, pourquoi pas En général, partout, plutôt on va dire DM Twitter, mais sinon DM Insta, juste marcelez pas. Désolée, je ne réponds pas dans l'heure. Malheureusement, je ne suis pas encore une IA, mais en général, j'essaye de répondre sur 48 heures, 72 heures, vous avez une réponse. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à taper vos questions parce qu'en fait, il y a des questions des fois, tu vois, qui sont hyper simples, du style genre, enfin ça sert à rien de venir me DM, c'est quoi la blockchain? Enfin, franchement, tape-le sur Google, tu auras une réponse beaucoup plus rapidement qu'avec moi en DM et peut-être qu'elle sera plus claire et qu'il y aura des images et que ce sera beaucoup mieux. Après, si tu as une question que justement, tu sais pas, soit une question sur moi, soit une question sur la crypto dont tu n'as pas trouvé la réponse, là, tu peux venir en DM et moi, j'essaierai de répondre parce qu'il y a aussi des trucs qu'on trouve pas facilement. Ok, et sans oublier que tu as quand même pas mal de ressources aussi de vidéos sur ta chaîne, où les gens peuvent quand même apprendre pas mal de choses et des bases super importantes dans l'écosystème. Super. Exact. Bon, et ben merci beaucoup, et puis plein de bonheur et de réussite, hein, dans tous ces projets là professionnels dans tous les sens. Ça va le faire. À toi aussi, merci pour l'invitation. Merci à toi. Salut.